Saint-Gotham-sur-Sèche est à nouveau en plein chaos. Jack Nullix, alias Rothsay, s'est à nouveau évadé de prison et sème la terreur bien plus qu'il ne l'a jamais fait. Il a fait de nombreuses victimes dont le commissaire Jack Roton et de son bras droit, le capitaine Diego Ramirez. Fort heureusement, les autorités ont mis leur meilleur homme sur le coup, à savoir Eagleman. Bonjour à tous. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo en 3 parties sur les films Batman. Et donc j'ai décidé, une année sur 2, d'aborder un sujet venant d'un comics. Et pour authentifier, j'alternerai à chaque fois entre DC et Marvel. Et on va commencer par le plus évident, la plus grosse création que Marvel a entrepris au cinéma, le Marvel Cinematic Universe. Les super-héros font aujourd'hui partie de notre culture populaire de base. Et aujourd'hui, les films de super-héros ont fait leurs preuves et influent presque sur l'entièreté du cinéma hollywoodien. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les comics de super-héros, il y a 2 firmes majeures, DC Comics et Marvel. Si aujourd'hui Marvel a plus de succès en termes d'adaptation ciné, DC a pendant très longtemps été le maître dans ce domaine. Le premier gros succès du genre fut le Batman de 1966, adapté de la série télévisée, suivi de Superman en 1978, qui engendrera 3 suites, et du Batman de Tim Burton en 89 et sa suite en 92. Mais la qualité des films a commencé à dégringoler avec les Batman de Joel Schumacher, signant l'arrêt de mort des films DC Comics, permettant à Marvel de se mettre plus en avant. Certains essais ont bien marché, comme Blade et Spider-Man qui ont engendré des trilogies, avec toutefois leur 3e volet détesté, et X-Men qui engendrera toute une saga. Les autres par contre n'ont pas vraiment fonctionné, comme Hulk, Punisher, Daredevil ou Elektra. Ça n'a pas empêché certains d'avoir une suite, comme Ghost Rider ou les 4 Fantastiques, mais ça n'en reste pas moins des films assez conspués. DC a quand même refait quelques tentatives, comme le nullissime Catwoman et le pourtant sympathique Superman Returns, et préférant adapter les comics en one-shot comme le génial V pour Vendetta, la Assommant 300 ou Watchmen, avant de repasser à quelque chose de vraiment qualitatif avec les Batman de Christopher Nolan. Pour vous dire, le meilleur film de super-héros des années 2000 pré-Batman Begins, selon moi, c'est le Hellboy de Guillermo del Toro, qui a eu droit à une suite, et dont je songe très fortement à faire un épisode dessus. En 2008, Marvel décide d'arrêter de faire des bides en lançant un projet de saga réunissant leurs super-héros les plus iconiques, à savoir les Avengers, en faisant d'abord un ou plusieurs films sur chacun d'entre eux avant de faire un gros film les réunissant tous. Ça a commencé en 2008 en sortant à la fois Iron Man et l'Incroyable Hulk, mais le projet a quand même eu du mal à se mettre en place, car là où Warner possède l'entièreté de DC Comics, à cette époque Marvel voyait ses licences éparpillées dans plusieurs studios différents, jusqu'à la création de Marvel Studios qui se fera par la suite racheter par Disney. Bonjour, je suis Walt Disney. Arrêtez de faire n'importe quoi avec ma compagnie. On va racheter toute la planète. Je vais donc faire une analyse rapide de chacun des films du MCU. 23 films, putain. Voir le bon, le moyen et le mauvais. Et je vous présente ce compteur. C'est un compteur qui décompte tous les réalisateurs qui ont participé à ce bordel et qui dénote si c'est un réal confirmé ou juste un yes man. C'est-à-dire quelqu'un qui suit les directives du producteur sans forcément y mettre sa patte. Parce que oui, Marvel et par extension Disney, peu importe la qualité de ses films, c'est une énorme machine à pognon. Les films ont tous marché au box-office parce que le nom de Marvel et l'aspect nostalgique fait vendre. Donc peu importe qui se trouve derrière la caméra, même si des fois, certains réalisateurs se sont appropriés leurs films. Voilà, les présentations sont faites, passons au premier film de la saga, Iron Man. Sorti donc en 2008 et réalisé par Jon Favreau, réalisateur de Elf avec Will Ferrell, du Jumanji Zathura et de... Tony Stark, joué par Robert Downey Jr., puissant fabricant d'armes, est enlevé par une organisation terroriste, les 10 Anneaux, en Afghanistan. Suite à l'explosion d'une bombe ayant logé des éclats de shrapnel près de son cœur, Yinsen, un chirurgien captif également, lui fabrique un cœur artificiel générant un champ magnétique. Tous deux s'associent pour fabriquer une armure surpuissante pour leur permettre de s'enfuir. Ils ont quand même le bol du siècle d'avoir du bon matos à disposition et que les terroristes soient suffisamment cons pour pas les remarquer. Dimitri, toi quoi faire? Je surveille Stark. Il fait notre missile? Oui, et même très bien. Il est bien étrange ce missile. Bah quoi?
Il a juste des bras et des jambes, c'est tout. Durant l'évasion, Yinsen meurt et une fois revenu aux États-Unis, Tony, ayant pris conscience qu'il se met la mort involontairement, décide de stopper la production d'armes et se fabrique une autre armure plus perfectionnée, s'en servant pour stopper les activités terroristes. Désapprouvant sa décision de stopper sa fabrication d'armes, le vice-président de Stark Industries, Obadiah, joué par Jeff Bridges, s'associe avec les 10 anneaux en récupérant l'armure que Tony avait utilisée pour s'évader et laisser derrière lui, pour l'améliorer et en faire une machine à tuer. Et comme c'est un blockbuster Marvel, bon bah, je vous laisse deviner qui gagne. Et le film se termine par une scène post-générique où Tony reçoit la visite de Nick Fury, joué par Samuel Lee fucking Jackson, directeur du SHIELD, qui vient lui parler de l'initiative Avengers. Alors, le premier film de la saga est un bon film. Mais c'est ultra chaud de trouver des trucs à dire parce qu'il est ultra basique. Vous l'aurez noté, on est assez proche des premiers comics de l'histoire, quand avant d'affronter des super vilains extraterrestres, les super-héros affrontaient des terroristes et des nazis. Réaliste du moins. D'ailleurs, dans les comics, les 10 anneaux sont menés par l'ennemi juré d'Iron Man, le Mandarin. Alors pourquoi le Mandarin n'est pas présent dans le film ? On y reviendra bien assez dans la phase 2. Tony Stark est un héros assez intéressant à suivre en soi, mais le fait qu'il soit ultra doué en mécanique et de ne presque jamais échouer en fait presque un Garistou. Et non, ce n'est pas comme Bruce Wayne, parce que, vous voyez, la différence c'est que Bruce Wayne au moins se fait aider, que ce soit par Alfred, Gordon, Grosse Merde, Batpouf ou Lucius Fox, là où Tony Stark préfère bosser seul dans son coin. Et étant donné que c'est le premier film, rien en dehors de la scène post-générique ne laisse transparaître la création d'un futur univers cinématographique. J'irais même jusqu'à dire que la personnalité arrogante de Tony Stark est encore assez loin de celle qu'il adoptera dans les films suivants. Le but de la phase 1 est ici d'introduire les 4 membres principaux des Avengers, puis les réunir, en teasant plusieurs éléments qu'on ne retrouve cela dit pas tant que ça dans ce premier film. Un deuxième volet d'Iron Man sortira cela dit avant le film Avengers, mais juste avant, on a eu le premier et seul film de cette saga, centré sur Hulk. Sorti en même temps que Iron Man et réalisé par Louis Leterrier, réalisateur du Transporteur 1 et 2, de la série Netflix Dark Crystal et de... L'incroyable Hulk est un cas assez particulier car il ne se centre absolument pas sur les origines du personnage. Car en 2003 est sorti un premier film en dehors du MCU qui revenait cette fois sur ses origines, ce qui fait que Marvel n'a pas jugé utile de refaire un film là-dessus, ce qui sera également le cas pour un autre certain super-héros dans la phase 3. Et ce deuxième film reprend là où le premier s'était arrêté, sans pour autant le considérer comme une suite en changeant complètement le casting. Donc Bruce Banner, joué par Edward Norton, s'est exilé en Amérique du Sud pour échapper à l'armée et cherche à trouver un moyen pour ne plus se transformer en Hulk en correspondant avec un certain Mr. Blue. Et au passage, est-ce que tu peux virer Brad Pitt de ma tête s'il te plaît ? Le général Ross, joué par William Hurt, réussit à localiser Banner et envoie pour le traquer un commando dirigé par Blonsky, joué par Tim Roth. Ah là là, Tim Roth. Tu aurais dû accepter de jouer Severus Rogue. Ta carrière aurait explosé et tu n'aurais pas eu besoin de te retrouver à jouer dans des films de qualité douteuse. Ross veut donc récupérer Hulk pour s'en faire une arme, Bruce retourne donc aux États-Unis afin de trouver Mr. Blue avec l'aide de Betty, jouée par Liv Tyler, son ancienne copine, et fille de Ross accessoirement. Croyez que c'était la fille du roi des elfes. Ta gueule! Ils arrivent à trouver Mr. Blue, qui semble réussir à guérir Bruce, mais Blonsky débarque et menace Blue pour qu'il lui injecte un sérum qui le transformerait aussi. Donc on a Monsieur Orange qui s'en prend à Monsieur Blue. Oui, je suis désolé, c'était une référence facile. Blonsky se fait donc injecter le sérum et devient l'Abomination. Banner se force donc à nouveau à redevenir Hulk et bat l'Abomination avant de s'enfuir et de s'exiler à nouveau. Ce film est nul. Scénaristiquement, c'est une catastrophe. Déjà, absolument rien n'a d'enjeu. Au début du film, Bruce est exilé et cherche à se défaire de Hulk, et après avoir réussi à s'en défaire, il redevient Hulk, bat l'Abomination et repart en exil. Autrement dit, tout ce qui a été accompli ne sert strictement à rien. D'autant plus qu'on sait d'avance qu'il restera Hulk de toute façon, car on sait qu'il y a le projet Avengers qui pointe le bout de son nez. Le point que je hais le plus dans ce film est ni plus ni moins que ce gros de Général Ross. Je sais qu'il est fait pour être détestable, mais sa connerie dépasse l'entendement. Déjà, il est pas capable de piger que Bruce ne contrôle pas Hulk, ne le rendant pas forcément fautif, mais le blâme quand même sous prétexte que c'est le copain de sa fille. Putain, je hais ce cliché du mec qui a un mépris de base pour le copain de sa fille. Ensuite, le mec essaie de tuer un mec qu'il veut vivant pour s'en servir comme une arme et cherche à l'éloigner de sa fille pour la protéger. Bon, ça va avec le fait qu'il la traite explicitement comme une sous-merde, en sous-entendant que parce que c'est une femme, elle est pas capable de se protéger elle-même. Et puis en plus d'être un gros boucher, c'est aussi un gros aveugle. Ce mec est un danger pour ma fille. Il l'a protégée. Je ne veux plus qu'elle s'approche de lui. Il l'a protégée. Je vais employer les grands moyens pour le buter. Il l'a protégée, connard! Tu m'étonnes qu'après ça ta fille ne veut plus te considérer comme son père. Ok, Stryker aussi était un gros con, mais il a fait une écriture et une exécution qui le rendait moins détestable que toi, espèce de crevard! Calme, calme, calme.
Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret que je pourrais critiquer par rapport à ce film? Les deux premiers films du MCU ont essayé d'adopter chacun un ton différent afin de savoir lequel des deux allait prendre le reste de la saga. Iron Man voulait faire un truc plutôt léger et Hulk se voulait plutôt sombre. Et le gagnant est Kick-Ass! Attends, quoi? L'assombrissement de l'incroyable Hulk est allé jusqu'à faire un design un peu plus sombre au personnage, avec un vert moins vif, plus de détails sur le corps comme les veines apparentes. Mais putain, c'est quoi cette tête? C'est quoi cette bouche de 3 mètres? On dirait un titan de SNK qui s'est pas en vert, c'est dégueulasse! La version de 2003 était mieux faite. Non, mieux, la version de la série télé où c'était juste un mec maquillé était mieux faite. Et puis on a droit à des éléments scénaristiques vraiment grossiers. Mais bien sûr, Bruce arrive à détecter à quel endroit tombe la petite goutte de sang qu'il a perdue. Oh, mais c'est censé être Hulk, pas Spider-Man. En plus, il n'arrive même pas à la localiser précisément alors qu'il avait juste à lever légèrement la tête. De plus, en quoi le fait de boire un soda qui contient une goutte de sang de Hulk peut tuer Stan Lee? Son sang n'est pas non plus radioactif, sinon la goutte aurait fait péter l'usine au premier contact avec le moindre objet. Ou tout simplement, tous ses collègues auraient déjà développé un cancer juste en étant à côté de lui. Ah bah disons, heureusement que Hulk, c'est pas une vie, hein. Malgré la piètre qualité de Hulk, ces deux premières tentatives ont bien marché. Mais avant de se consacrer à un autre super-héros, est sorti le deuxième volet d'Iron Man. Iron Man 2, donc sorti en 2010, et à nouveau réalisé par Jon Favreau, est le premier film du MCU à vraiment préparer un univers cinématographique. Après avoir révélé au monde qu'il était Iron Man, Tony Stark en subira certaines conséquences. D'un côté, l'armée veut déposséder Tony de son armure, le considérant comme non fiable, et de l'autre, Ivan Vanko, joué par Mickey Rourke, veut venger la mort de son père trahi par le père de Tony par le passé. Nick Fury essaie tant bien que mal de rallier Tony à sa cause, assisté par Natasha Romanoff alias Black Widow jouée par Scarlett Johansson, mais sans grand succès. Mais ça va pas la tête? C'est pour le travail. Bon, si c'est pour le travail. Bon, du moins jusqu'à la fin du film. Et on ne peut pas dire qu'Iron Man 2 arrive à la suite du premier volet. Bon, le film est loin d'être une immonde bouse, mais c'est grosso merdo une sorte de remake du premier, plus ancré dans l'envie de générer un univers autour. Même si je trouve l'introduction de Nick Fury un poil brutale, surtout si on n'a pas vu la scène post-générique du premier film. Black Widow, quant à elle, se mélange plutôt bien au truc, et les petits clins d'œil au futur Thor et Captain America sont très sympas. Mais on va se l'avouer, on ne regarde pas un film Marvel pour faire marcher son cerveau. Même s'il y a des exceptions, les films Marvel essaient avant tout de proposer du spectacle et un peu de développement de personnage à côté. Mais c'est le genre de film où il ne faut pas trop réfléchir à la consistance du récit. Là encore, on est soumis à des éléments sans enjeu. Pendant une bonne partie du film, Tony est mourant car son cœur artificiel empoisonne petit à petit son sang, Natasha lui fait une picouse et hop, c'est guéri. La fameuse personnalité arrogante de Tony Stark qui commence un peu à pointer le bout de son nez, c'est peut-être son statut de super-héros qui lui a fait prendre la grosse tête entre temps, ce qui lui donne des interventions pour le meilleur. Je ne suis pas un expert. En prostitution, un sénateur comme vous, je comprends pas. Et pour le pire. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec l'armure. Je fais comme ça. Les méchants, quant à eux, sont... nazes. Mickey Rourke a certes une arme vachement stylée, mais cette espèce de cliché du bourrin russe pas capable de parler normalement, c'est pas ouf. La meuf dans Kick-Ass 2 était un bien meilleur méchant russe stéréotypé. Et Sam Rockwell c'est pareil, c'est le cliché du chef d'entreprise concurrent qui se veut drôle, mais ça fonctionne pas. C'est dingue, dans ces 3 premiers films on a eu 2 méchants par film et on en a eu qu'un seul de potable. Bah putain, j'espère que dans le prochain film on aura droit à de meilleurs méchants, hein. C'est quoi comme film d'ailleurs? Je crois que c'est Thor. Ok. Thor, sorti en 2011, est réalisé par Kenneth Branagh, réalisateur shakespearien qui a fait entre autres Hamlet et Henri V, et que les fans d'Harry Potter connaissent surtout pour avoir joué Gilderoy Lockhart dans le 2e film. Ah, je commençais à désespérer. Thor, joué par Chris Hemsworth, est un dieu nordique promis au trône d'Asgard, mais son comportement arrogant, mêlé aux manipulations de son frère Loki, joué par Tom Hiddleston, le fait déclencher une guerre entre les Asgardiens et les géants de glace. Son père, Odin, joué par Anthony Hopkins, lui retire ses pouvoirs et le bannit sur Terre. Il s'écrase au Nouveau-Mexique et est retrouvé par une petite équipe d'astrophysiciens menée par Jane Foster, jouée par Natalie Portman. Et Michael J récupère le marteau, non, je déconne. Privé de ses pouvoirs, Thor doit se montrer digne afin de les récupérer. Loki, qui convoite le trône depuis le début, profite de la maladie de son père pour comploter avec les géants de glace afin d'envahir Asgard, et envoie le destructeur sur Terre pour se débarrasser de Thor. Ce dernier décide de se sacrifier pour sauver la population, redevenant ainsi digne de son marteau et sauve Asgard, perdant malheureusement son frère. Là, on peut dire que le MCU propose vraiment quelque chose de convaincant. La saga Marvel se rapproche plus ou moins de la science-fiction. Là où dans les 3 premiers films on avait juste des éléments de SF imbriqués dans le monde réel, la seule différence étant que c'est quelque chose de banal dans Iron Man mais surnaturel dans l'incroyable Hulk.
Ici, on nous montre que nous sommes pas seuls dans l'univers, thématique qui ne sera vraiment exploitée que dans les 3 Thor, les 2 Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel et Avengers 1, 3 et 4. Et comme je le disais, Kenneth Branagh est un réalisateur shakespearien. Et il arrive à faire du Shakespeare, même dans une grosse commande. Si, je vous jure, on a 2 frères qui convoitent le trône, l'un d'eux est arrogant et impulsif, et l'autre est rusé et manipulateur. Un peu comme Scar et Mufasa si vous voulez. Et se sert de l'arrogance de son frère pour le manipuler et prendre sa place. Ouais, on est dedans. Mais faire du Shakespeare n'empêche pas d'incorporer des éléments de comédie. En effet, on a un dieu nordique qui se retrouve dans notre monde moderne. Vous savez où est-ce que ça mène? Et oui, ce film en fait, c'est Les Visiteurs, mais avec Thor. C'est le Visitor. Et c'est beaucoup plus drôle que certains films basés sur le même principe, comme, je ne sais pas, Highlander 2 ou Les Visiteurs 3, tiens. Non mais franchement, à choisir entre Thor le bourrin et Loki l'homme politique, vous choisiriez qui comme souverain si vous étiez un habitant d'Asgard? Oui, Michael J, d'accord. Ça commence sincèrement à remonter. Ah bah dis donc, j'espère que le prochain film sera tout aussi bien, voire meilleur. Captain America First Avengers, sorti également en 2011, est réalisé par Joe Johnston, réalisateur du vrai Jumanji et de Jurassic Park 3. Steve Rogers, joué par Chris Evans, veut rejoindre l'armée américaine afin de combattre les nazis. Ah, ça devient du harcèlement à force. Ah parce que toi, tu crois qu'exécuter 6 millions de personnes, parce qu'ils ont pas la même religion, couleur de peau, orientation sexuelle que toi, c'est plus sympa que le harcèlement peut-être. Ya! Mais il semblerait que Steve ait une morphologie inadaptée, sérieusement j'ai l'air de Schwarzenegger à côté, mais aussi quelques problèmes de santé, ce qui l'empêche de s'enrôler, ça fait beaucoup de rimes en « et ». Parce que c'est rien comme le vaccin. T'as pensé à mettre la dragonne? Non, mais je suis passé dans une dragonne. Qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo au fait? Ah bah je suis venu tuer ce con, c'est à cause de ce genre de connard que les bars sont fermés, et puis bah ça me manque, tu vois. Alcoolique. Bon, c'est pas tout ça, mais on me demande sur en article. Il y a un truc mystérieux qui a été trouvé. Je te laisse du coup. Ok, c'était ma foi bizarre. Bref, Steve est accepté pour un programme expérimental par l'armée américaine afin de faire de lui un super soldat, ce qui le fait grandir de 40 cm et lui donne une musculature de rêve. Ouais, pas ouf. Tu peux parler, t'es même pas musclé toi. Mais si, voyons. Tu sais, plus qu'un kilo et t'es officiellement obèse. Mais non. Tu dis n'importe quoi. Si, Scare, tu as grossi. Génial, merci l'équipe de grossophobes. C'était encore plus chelou. Dis donc, il faudrait que tu renforces la sécurité de cet endroit. Ouais, t'as raison. C'est pas un moulin ici! Mais bref, il devient un super soldat, mais vu que le scientifique qui a créé le sérum est mort, et qu'il y a que Steve qui est apte à se battre du coup, ils en font un outil de propagande. Non, de promotion. Un jour, il apprend que son ami d'enfance, Bucky, joué par Sebastian Stan, est retenu captif par l'Hydra, une cellule occulte de l'armée allemande, dirigée par Red Skull, joué par Hugo Weaving. Captain America rassemble donc un commando afin de le libérer, et monte une plus grosse équipe par la suite afin de démanteler l'Hydra, perdant malheureusement Bucky, et une fois l'Hydra vaincu, le Captain a le malheur de s'écraser en Arctique, et est maintenu en état d'hibernation pendant 70 ans avant d'être récupéré par le Shield. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non. Adapter sérieusement Captain America ne semblait pas gagner, mais je ne vais pas revenir là-dessus car un autre youtubeur largement plus connu que moi l'a déjà fait. Et pourtant, c'est mission accomplie. Captain America est le premier super-héros créé par Marvel dans les années 40 et servait à l'époque principalement pour de la propagande. Promotion. Le film a eu l'idée plus que bien trouvée de déconstruire ce sens de lecture en faisant en sorte que Captain America lui-même, avant de devenir un super-héros, soit avant tout un outil de promotion pour l'armée. On a même droit au canon récursif en faisant apparaître les comics. L'aspect film d'époque est une des qualités majeures de ce film, pas forcément pour les séquences d'entraînement de l'armée, mais pour les scènes de préparation d'attaque, la scène d'attaque du labo avec le mec qui tire à la mitraillette depuis une voiture, et les sous-marins espions, ou encore ce bon vieux cliché des nazis qui ont un repère taillé dans la montagne. D'ailleurs, les nazis, parlons-en. Oui bon, je conçois que des nazis qui utilisent des armes extraterrestres, c'est un peu perché, et rendons à César ce qui est à César, des nazis qui utilisent une arme surnaturelle, Hellboy l'a fait avant. Mais d'une part c'est instauré grâce au fait qu'il possède le Tesseract, j'y viens, et d'autre part, bah c'est un film Marvel, c'est pas censé être réaliste. Donc oui, le Tesseract. Il a été vaguement introduit dans Thor, mais on sait juste que c'est un artefact qui appartenait aux géants de glace. Il faut juste savoir qu'il s'agit d'une des pierres d'infinité, qui seront un événement vraiment important à partir de la phase 2. Ce premier film Captain America est mon préféré de la phase 1. Et maintenant que les 4 principaux membres des Avengers ont eu leur film,
il est grand temps de les réunir. Avengers, sorti en 2012, est réalisé par Joss Whedon, qui a surtout fait de la série télé avec Buffy, Angel et Firefly, et scénarisé plusieurs films comme Toy Story, Alien 4, Atlantide, et a pris la relève de Zack Snyder sur la première version de Justice League. Oui, j'ai vu la Snyder Cut. C'était... bien. Ah oui, et avant de digresser... ah, ils commencent à prendre leur lait. Loki, toujours en vie, arrive sur Terre et s'attaque au Shield afin de voler le Tesseract et prend au passage le contrôle de Hawkeye, joué par Jeremy Renner, qu'on avait vu vite fait dans Thor. Pour le stopper, Nick Fury décide donc de réunir les Avengers, comprenant Iron Man, Hulk, cette fois-ci joué par Mark Ruffalo, Black Widow et Captain America. Rejoint peu après par Thor, venu récupérer son frère, ils tiennent Loki captif, mais ce dernier a obtenu une arme avec l'aide de Thanos pour l'aider à détruire la Terre. Après avoir perdu l'agent Coulson, déchaîné le pouvoir de Hulk, subi le démantèlement du Shield, avoir laissé s'enfuir Loki et récupérer Hawkeye, il s'associe donc pour vaincre la menace. Voilà enfin le film qui a motivé de faire cette saga. Après 3 bons films, un film moyen et un film médiocre, ce premier film Avengers, c'est... génial. La grande force du film, pour moi, bizarrement, ce ne sont pas ses scènes d'action. Mais bon, au bout de 6 films, c'est même plus surprenant. Non, la vraie force du film, c'est bel et bien les relations entre les personnages et leur difficulté à travailler ensemble. Leur conflit avec Loki qui essaie de les diviser, le gouvernement qui cherche à mettre des bâtons dans les roues du Shield, et leur propre conflit interne, en particulier entre Tony et Steve. L'un qui n'apprécie pas le côté boy scout de l'autre, qui n'aime pas son arrogance, mais qui laissent leurs griefs de côté et réussissent à travailler en équipe quand la situation est grave. Et Thor qui continue à prendre le melon, ce qui commence à devenir légèrement caricatural. Les scènes d'action sont cool, la baston finale certes, mais j'aime aussi beaucoup la confrontation entre Natasha et Hulk. Du peu de bien que je pourrais dire du film solo de ce dernier, sa première scène de transformation où il est presque constamment caché quand il est poursuivi est assez intense, et c'est pareil dans ce film où Natasha a l'air... tendu. T'es tendu, Natasha. Mais évidemment, il n'allait pas s'arrêter là, car la scène post-générique dévoile le grand méchant de la saga, à savoir Thanos, teasant ainsi la trame principale des phases 2 et 3, la quête des pierres d'infinité, et pour l'instant, seule une a été mentionnée.